Ce soir, Aux Arts etc. retrace la fulgurante ascension de la culture manga en France. Longtemps rejeté, réservé aux seuls geeks, ce support a fini par s'imposer. Aujourd'hui, les mangas sont les livres les plus lus par les jeunes, au point de hisser la France au rang de deuxième marché mondial, derrière le Japon. Ce phénomène culturel infuse toute la société, de la musique à la mode et des plus jeunes aux quinquagénaires. Passionné et acteur de cette révolution, raconte comment le basculement s'est opéré. Tout de suite, Manga, une révolution française. Un film de Dimitri Kourtchine. Dans une galaxie, pas vraiment si éloignée, il était une contrée qui avait fait du bon goût et du raffinement ses raisons d'être. Ce pays s'enorgueillissait de ses élites intellectuelles et de sa culture classique, ses musées, ses artistes et ses concerts symphoniques. Oui, alors par contre aujourd'hui, la France, parce qu'il faut bien la nommer, n'a Dieu que pour une culture tout ce qu'il y a de plus populaire et qu'elle importe depuis l'autre bout du monde. Oh, vous êtes déjà arrivé. Je vais te faire visiter mon bureau et notamment ma mangatech. Il est enfin temps de vous faire le room tour de ma mangatech. Et sans plus attendre, je vais vous montrer la mangatech. J'ai exactement 1639 tomes de manga. 2000 mangas. 3000 mangas. La France est le deuxième pays consommateur de manga au monde. Et plus d'une BD sur deux qui y est vendue se lit de droite à gauche. Plus de 250 000 fans font le pèlerinage à Japan Expo chaque année. Les imaginaires français et manga se confondent désormais. Comment les mangas et leurs fans se sont imposés en France? C'est ce que raconte cette épopée. Vive One Piece! Vive One Piece! Vive la France! Notre aventure commence en 2021. Cette année-là est un tournant pour nos héros. Pas vraiment qu'elle change la donne, elle confirme surtout une réalité. Hello les Nakama, aujourd'hui je vous propose 4 animés que j'attends de fou, à commencer par Jujutsu Kaisen. Un autre anime que j'attends le plus. Alors moi pendant le confinement, faut savoir que j'avais boudé One Piece depuis toujours. J'ai regardé One Piece. Donc j'ai rattrapé presque 1000 épisodes pendant le confinement. D'ailleurs, parmi mes premières vidéos YouTube, ça a été j'ai terminé One Piece. Ouais, 6 mois, ouais. On va dire que le confinement a vachement aidé quand même. Pour regarder plus de 900 épisodes en 6 mois, ouais, ça a vachement aidé, ouais. Et c'était ma première vidéo d'ailleurs qui avait... elle avait fait 30 000 vues alors que j'avais 500 abonnés. Et du coup, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Hello les Nakama! Hello les Nakama! Hello les Nakama! Qui c'est qui a encore reçu plein de mangas? C'est moi! Et je pense qu'Internet a montré aussi à la France qu'il y avait une communauté tellement énorme sur le manga que ils se sont dit on peut pas l'ignorer. Oh my god! On en a beaucoup entendu parler à la sortie du confinement. Les gens se sont émus de savoir que des jeunes gens ne faisaient qu'acheter du manga avec leur bon, leur passe culture. En fait, c'était juste la traduction logique de ce qui se passait déjà, à savoir quand on est jeune et qu'on nous donne de l'argent, on va acheter ce que l'on aime. C'est pas que le manga est devenu plus important, c'est juste qu'on ne peut plus détourner les yeux, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. C'est là, c'est écrasant presque. Le pass culture va-t-il devenir le pass manga? Le succès de ces BD nés au Japon ne faiblit pas, notamment en ce moment. Les jeunes profitent en effet de leur pass culture. Le pass culture entraîne une ruée vers les mangas. Est-ce qu'il fallait sponsoriser ces BD japonaises avec de l'argent public? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui progresse, il y a toujours, on le dit, hein, mécaniquement, il y a souvent ce qu'on appelle un backlash, ou des gens qui vont s'ériger contre.
Cet amendement défend le pass culture comme une initiative intéressante pour peu qu'elle soit destinée à des activités réellement culturelles. En fait, c'est une réaction classique, ça fait que valider quelque chose. Quand en fait des gens conservateurs essaient de dire on va essayer de l'interdire à tout prix, c'est qu'en fait c'est déjà plié, non? Aujourd'hui, le manga et l'animé font partie de la culture française. N'en déplaise à certains réactionnaires, c'est le cas. Il faut vivre avec son temps. C'est pas un phénomène, ça va pas s'en aller. Ça fait 40 ans, c'est fini. Votre propos est extrêmement démagogique. Vos réponses font allusion en effet à un manga, Le Pays de Candy. Et ça veut dire qu'il connaissait Candy? Pourquoi le rejeter? T'as aimé regarder ça quand t'étais petit, ça se trouve t'as regardé Goldorak, t'étais tout content. Pourquoi le rejeter? C'est trop bien, c'est vraiment bête et méchant en fait. Ça n'a pas de fond et je pense que c'est pour ça que ça a été balayé de toute façon. Revenons donc en arrière, pour nous replonger dans cette France qui était alors encore vierge de tout manga. Quand ceci arriva. Attention, voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Mon premier vrai contact avec l'animation japonaise, ça a été comme tout le monde Goldorak. Moi, je fais très clairement partie de la génération Goldorak. Quand arrive Goldorak, tout est là. Mon intérêt qui était déjà porté sur la science-fiction. Une espèce de liberté, de début d'aventure. Goldorak a créé vraiment un tsunami, une déferlante de dessins animés japonais et une passion chez tous les gens de ma génération. Vous l'avez aimé tout de suite? C'était tout de suite le coup de foudre? Oui, c'est le héros. C'est votre héros? C'est votre idole? Oui, super ça. Le succès de Goldorak n'a pas été voulu, n'a pas été prévu. Ils l'ont subi. Lorsque Récréa 2 débute, les présentateurs disent vous allez faire le programme télévisé, vous nous dites si ça vous intéresse, vous envoyez une carte postale. Bah ouais, pas de souci, on t'envoie des cartes postales. Et ils se sont retrouvés avec trop de cartes postales demandant Goldorak à leur grand désespoir. Regardez un peu tout ça. Vous savez ce que c'est? Ce sont toutes des lettres pour Goldorak. Du coup, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés vraiment à un retour du public. Donc voilà, donc là, c'est une démocratie directe avec les gamins qui voulaient du Goldorak. Le problème, c'est que tous les enfants rêvent maintenant de ce héros des temps nouveaux, à tel point que les magasins de jouets qui vendent ce petit personnage ont été littéralement dévalisés. Ce qu'il y a d'intéressant avec Récréa 2, c'est qu'ils aient proposé ça en même temps avec Candy. La bataille des planètes, Capitaine Flamme, Albator. Albator, surtout. Albator, c'était mon premier crush. C'était mon premier amour quand j'étais petite. Je piquais les robes de ma mère et son rouge à lèvres et je me faisais la cicatrice d'Albator et je me prenais pour un capitaine corsaire depuis 3 ans. Alors, il faut bien comprendre que en France, on n'avait que, en étant gentil, 2 chaînes et demie. Et surtout, les émissions pour les jeunes, les programmes jeunesse, c'est pas qu'ils n'existaient pas, mais ils étaient quand même assez limités. Donc, on avait surtout du Hanna-Barbera. Même du Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est très bien. C'est amusant, mais ça apporte pas grand-chose. Non, moi j'ai grandi, et pas mal de gens de ma génération, de 40 piges, on a grandi avec des héros adultes, qui avaient des problématiques adultes, avec des darons qui faisaient la bagarre. Je suis certain qu'il existe encore sur cette terre quelques hommes dont le cœur et l'esprit ne sont pas corrompus. Je vais tenter de les rassembler et de leur faire prendre conscience de la décadence qui engendrera l'écroulement de notre civilisation. Donc on était sur des choses qui a priori parlent pas aux enfants et pourtant c'est des choses qui, moi et beaucoup d'autres, nous ont fait vibrer, quoi. Ils nous ont construits pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. De nos jours, évidemment, nos héros ne sont plus seuls. Les mangas et animés ont envahi les villes. De la Bibliothèque nationale de France au métro parisien, à l'occasion du festival d'Angoulême ou de la sortie d'un nouvel épisode, le pays célèbre les personnages de manga. Mais l'accueil n'a pas toujours été aussi bon. Oh non! On les appelait alors les japonaiseries. Et en 1987, lorsque le gouvernement a décidé de privatiser la première chaîne française, je vous laisse deviner qui était dans le viseur. Je sais qu'aujourd'hui, pratiquement tous les dessins animés, ou la quasi-totalité des dessins animés qui sont proposés à nos enfants, sont des dessins animés d'origine japonaise. Et tout simplement, la personne qui viendra devant moi et qui me dira « Monsieur la commission, Madame la commission, je mets 350 heures de programme français, mon voisin en met 250, eh bien, c'est moi qui aurai l'attribution. » Nos héros ont dû bien rigoler quand ils ont vu la suite. La privatisation de TF1, en fait, c'est l'ouverture de toutes les vannes possibles et imaginables. C'est-à-dire que TF1 a acheté plein de programmes pour enfants, et les moins chers, c'était les produits japonais, tout simplement parce qu'ils étaient déjà rentabilisés au Japon.
Donc le mercredi, du matin jusqu'au soir quasiment, il y avait des dessins animés japonais mélangés avec d'autres dessins animés. Il y avait aussi les bisounours, enfin il y avait tas d'autres séries. Mais c'était la première fois qu'on avait autant de trucs pour les gamins. Voici le Club Dorothée avec aujourd'hui une émission spéciale sur les Chevaliers du Zodiaque, où vous retrouverez les 2 derniers épisodes de la série. Il y avait Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, City Hunter, Ranma Enemy. Un peu plus tard, il y a eu Sailor Moon aussi, donc vraiment plein d'énormes titres très connus maintenant. Un collège fou, fou, fou! Ted le survivant! Le Club Dorothée, c'est même pas une émission pour moi. C'est une partie de ma vie. Dorothée, c'était une membre de ma famille. C'est encore une membre de ma famille. On va dire c'est un peu le Netflix de l'époque. C'est un peu ce sur quoi tombait tout le monde quand tu allumais la télé et que tu voulais du contenu et que ça s'est enchaîné, ça passait d'une série à l'autre et tout. Ce qui a défini une énorme partie de ma génération en termes de pop culture. Certains mercredis, ce sont plus de 80% des petits Français qui communient devant le Club Dorothée. Un animé en particulier fait alors l'unanimité. Dragon Ball. Ça a été phénoménal. On en parlait en cours de récré, en dehors de l'école. On avait nos personnages préférés, on suivait leur histoire, on pouvait en parler à l'école. Quand on se retrouvait à la récré, à l'école, on avait des choses à se raconter sur bah tiens, t'as vu ça, et puis alors hier, il a fait Kameha comme ça, bah non, puis t'as vu, là, il est parti comme ça. Ça permettait une communion entre passionnés. On voit mes chaussons ou pas? Alors ça, c'est juste le symbole de la veste de Goku. C'est Dragon Ball, voilà, j'étais contente. On voulait vraiment partager entre nous les informations. Est-ce que tu as vu l'épisode quand il se transforme en super guerrier? On savait qu'on allait devoir suivre des épisodes à la suite. C'était pas juste un épisode comme ça et si t'en rates un, c'est pas grave. Du coup, ça a créé aussi une sorte de rendez-vous. C'était très dur en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, d'attendre la semaine d'après. Parce que tu as des combats qui durent quand même 7 épisodes où juste ils se regardent, ils disent dans 3 minutes. Mais là, tu dis 3 minutes, frérot, ça fait quand même 8 épisodes. T'as beaucoup de plans fixes avec des gens qui se regardent et qui font « je vais te défoncer ». Non, c'est moi qui vais te défoncer. Non, c'est moi qui vais te défoncer. Prêt pour le combat? Alors allons-y. Mais ça permettait de garder en tension et ça permettait aussi de revenir toutes les semaines. Enfin, ils ont compensé toutes les problématiques de budget par des solutions de mise en scène extrêmement assumées. Il y a un côté, par exemple, très Sergio Leone, tu vas faire des longs plans sur des personnages qui parlent de dos, comme ça t'as pas animé les bouches et tout ça, mais du coup ça va te forcer à faire une belle composition d'images, quelque chose de très cinématographique. Ça faisait le job 100 fois plus que tous les dessins animés qui avaient plus d'images à la seconde ou je ne sais quoi, et qui étaient censés être mieux dessinés. Bonjour. Merci, moi aussi. Dragon Ball, mon petit personnage de Goku, ressemblait aux enfants qui le regardaient. Et ils étaient dans le même état, c'est-à-dire qu'ils étaient en initiation de la vie, quoi. Il va découvrir les femmes, le sexe, la guerre, les conflits, l'amitié. Et en fait, je pense qu'il a découvert ça en même temps que les gens qui regardaient. Quand on a un personnage comme ça qui est tellement phare, on le laisse pas tomber. Bonjour. Il y a du monde? C'est complet. Ah. Merci, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Sarah. Salut Damien, ça va bien? Oui, et je tenais à vous remercier, vous avez bercé mon enfance. C'est vrai, je le vois fondre avant d'arriver. Non mais c'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Merci à ma jeunesse. Ah, mais merci. Merci à toi. C'est des histoires avec des personnages dans lesquels on peut s'identifier parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous en tant qu'enfants. Mais ils n'ont pas des histoires débiles. Il leur arrive des vraies aventures. Moi, je voulais faire pareil, raconter des histoires où les gens pleurent, les gens rient. Et un des premiers trucs que j'ai appris en débarquant dans l'animation jeunesse en France, c'est pas d'émotion. Il n'y a pas de sérialisation, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de dramatisation. Parce que le drama, c'est anxiogène. Tout ce que tu as aimé dans l'animation japonaise,
C'est interdit en fait. Parle, je t'en prie. Dis quelque chose, petit gars. On prend les émotions au sérieux. Quand c'est de la bagarre ou de la romance, on est sur des choses extrêmement premier degré. Et où l'amour est immense, la haine est immense, les bagarres, on explose des planètes. Mais on est sur des choses franches, quoi. Des choses très... des blocs d'émotions qu'on se prend dans la gueule quand on est gamin. Du sexe, du sang et soi-disant plein de bons sentiments. Un coup de tampon made in Japon. Pas de bon manga sans adversaire. Ceux qui critiquent les animés n'ont pas beaucoup changé de discours en 40 ans. Le succès des mangas vient aussi de ces images de violence et de sexe qu'on ne trouve dans aucun dessin animé occidental. Le cliché qu'on entend beaucoup, c'est « Ah ben le manga, c'est porno ou c'est violent ». Oui, alors ça c'est effrayant, mais ça lui colle à la peau. Et s'il fallait trouver une origine à ces attaques, ce serait dans les propos d'une jeune députée. Je pense qu'acheter des émissions de télévision au kilo, des kilomètres de dessins animés japonais comme ça se fait sur TF1, je pense que ce n'est pas normal. C'est surtout l'apologie du héros violent. Violence, de la violence. Sangohan, quand il se bat contre Cell, et qu'il a son bras qui est pété, et qu'on voit du sang couler et tout, ça m'avait marqué, pas parce que c'était hyper choquant visuellement, mais j'avais l'impression de pouvoir palper la douleur que ça représentait en fait. Je me souviens que je regardais ça, et j'avais des lancements dans le bras, tu vois. C'est une scène hyper marquante. Après, j'avais le poster dans ma chambre. Il est comme ça avec son bras qui coule. Et j'arrêtais pas de dessiner ce truc-là. Donc c'était vraiment traumatisant ce passage. Les gens qui ont regardé Dragon Ball ou même plus tard Naruto, il y a de la violence. Dès le départ, on a de la violence. On a des scènes voilà, où ça se tape assez énervé. Mais il faut savoir aussi qu'au Japon, la violence, ce n'est pas, entre guillemets, un souci. Parce qu'elle n'est pas forcément gratuite. En fait, elle est amenée parce que ça fait partie de la trame narrative. Il y a des combats. Ces combats, c'est le bien contre le mal. On fait des guerres entre planètes, on sauve le monde. Donc il y a la guerre, c'est sale. Il y a des pertes de bras, de jambes. Effectivement, il y a du sang. Est-ce qu'il ne faut pas le montrer? On est dans le déni. On est une société où on ne veut pas parler des choses qui sont ennuyeuses ou qui sont difficiles. Ah ouais. Il y a la guerre partout dans le monde, mais nous, il n'y a pas de dessin animé sur la guerre. Non, jamais. Mais bon, est-ce que c'est pas aussi le rôle des histoires de montrer ce que c'est qu'une émotion violente, ce que c'est que de perdre un parent, ce que c'est de vivre des choses problématiques pour être un petit peu préparé quand ça va t'arriver? Ça a un effet de catharsis, si tu veux, dans le sens où on voit vraiment la violence qui est représentée, mais en même temps, on sait que c'est une violence qui n'existe pas. C'est comme aller se faire peur dans une fête foraine. On se fait peur, c'est une vraie peur, mais en même temps, on est rassuré parce que on sait qu'on est dans une position où il ne nous arrivera rien. Donc le dessin animé et la représentation de la violence, les gamins savent que c'est symbolique, ils savent que c'est pas réel. Tes petits poings ne feraient même pas de mal à une mouche. Tu es mort et tu ne le sais pas. Quoi? Il y avait quand même de grosses polémiques tout à fait justifiées autour des programmes qui n'étaient pas faits pour les enfants. Éventuellement des ados, très clairement des jeunes adultes, mais Ken le survivant, c'est pas pour les moins de 10 ans. D'un autre côté, je trouve ça rigolo parce que c'est justement ce genre de programme avec les Chevaliers Zodiac, avec Dragon Ball, avec donc effectivement Ken le survivant, qui ont poussé des ados à se dire « ça a beau être du dessin animé, ça m'intéresse quand même ». Donc du coup, là, ils avaient touché un public adolescent, jeune adulte, qu'ils ne visaient pas au départ. Le premier combat aura donc été perdu. Le Club Dorothée, critiqué par les milieux politiques, miné par une guerre économique interne, cesse d'exister en 1997. À la fin du Club Dorothée, véritablement, je vais me détourner un peu de l'animation japonaise. Tout simplement parce que les propositions sont plus les mêmes. Et aussi, on a fait beaucoup croire que c'était pour les enfants. Donc moi, je suis adolescent à cette époque-là. Et je passe à d'autres choses, etc. Ça correspondait avec moi l'époque où j'arrêtais de regarder des dessins animés. J'étais au lycée et puis bon bah voilà. Le Club Dorothée est parti avec mon adolescence en fait. Nos héros traversent alors une mauvaise passe.
Ils vont devoir apprendre que pour triompher, il faut d'abord parvenir à résister. À la fin des années 90, la culture animée manga est donnée pour morte. Mais après avoir semblé vaincu, tout héros doit renaître. Pour le manga, ce sera hors des radars officiels, et en commençant par un événement bien précis. Pour moi, le vrai point de départ du succès du manga, c'est 1989, quand le film Akira est sorti au cinéma. Voilà. Et là, à partir de là, on est arrivé, Akira a présenté quelque chose de différent qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Sur Akira, je me souviens de cette émission qui était animée par Numaro d'Agile sur la 5 en fait, qui devait passer juste après Youpi l'école est finie, et qui du coup a montré la bande-annonce pour la première fois du film d'Akira. Le changement, il arrive tout droit du Japon, et j'entends déjà les crétins dire « Encore des japonaiseries, encore des trucs sans intérêt ». Mais non, non, le changement, c'est Akira, c'est somptueux, ça cartonne. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et quand on allait sur Paris, c'était exceptionnel. Et là, j'avais eu l'autorisation de mes parents d'emmener le petit frère en plus et on était allé voir Akira au cinéma, quoi. Première séance, ils sont plusieurs centaines à piétiner. Ce dessin animé, ils l'attendent depuis des mois. Akira, c'est l'histoire d'une société musclée où les sectes et les groupuscules extrémistes tiennent le haut du pavé. Oh, le choc. Bah, c'était un choc. Waouh, je me prends une claque complètement barrée. Ça m'a assez traumatisé. C'est juste exceptionnel. Ça m'intéressait le dessin animé japonais alors que j'étais déjà une ado et que normalement le dessin animé c'est pour les enfants et c'est de la merde pour les gamins, quoi. Et donc moi je disais qu'Akira c'était génial et les autres voulaient pas me croire et ensuite ils l'ont vu et ils ont fermé leur gueule. Ça a balayé toutes les critiques que les gens faisaient. Disney c'est mieux, le manga c'est animé à 4 images secondes. Dès que quelqu'un critiquait, on lui mettait Akira devant les yeux. Voilà. Ce film-là est un pilier de l'animation mondiale, pas seulement japonaise, parce que déjà, c'est clairement pas un dessin animé pour les enfants. On est sur des sujets quand même très très adultes. Il y a de la SF dedans, c'est fantastique. Il y a des sujets, c'est limite du cyberpunk. C'est pas la proposition que j'avais eue à la télévision auparavant avec des séries qui étaient pas forcément pour les enfants, mais qui étaient adoucies et qui étaient voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, en fait l'animation japonaise, ça va au-delà de ce que je pensais. C'est en copie VHS pirate que nos héros ont pendant longtemps vu Akira. Mais aujourd'hui, il a acquis ses lettres de noblesse. J'aimerais une place pour Akira. Oui. Pour Akira, oui. Akira. Ouais. Pour Akira. Ouais. Pourtant, sa contribution à la cause est peut-être encore ailleurs. La sortie du film a mis en lumière une petite série de bandes dessinées japonaises que l'éditeur Jacques Léna a apporté quelques mois auparavant. C'est une série bimensuelle qui est vendue en kiosque. Alors, première question, comment vous êtes un peu tombé sur cette BD? Eh bien, simplement en allant au Japon et en me documentant sur ce qui existe dans ce pays, puisque c'est un pays où la BD est très consommée. Akira au Japon se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Cette BD nous a plu et nous avons décidé de la traduire en français. Akira ouvre la voie à tout un secteur. Apparaissent les premiers points de rassemblement. Au tout début, c'était une librairie papeterie, avec une très jolie devanture. Il y avait marqué librairie papeterie avec des lettres en bois en relief. On a retiré le mot papeterie et c'est devenu la librairie Tonkam. Au début, c'était étonnant parce qu'on faisait venir les mangas par le biais des États-Unis. On les mettait pas cher, mais on gagnait rien du tout. Jusqu'au jour où on a décidé d'aller au Japon pour essayer de trouver des fournisseurs. Bienvenue dans un monde virtuel, celui des mangas. Voici son temple parisien, une boutique spécialisée dans le super-héros made in Japan. BD, vidéo, laser ou simple jouet, tout l'art du marketing nippon au service de la jeunesse. Alors 150 francs, s'il vous plaît. On avait un mur entier de mangas en VO, ça cartonnait à l'époque. On en vendait vraiment beaucoup. Donc il y avait beaucoup de monde, il y avait des queues incroyables devant la boutique. On avait même un videur
qui venaient pour faire la queue. Tous les samedis, c'était énorme. Hein. C'était une demi-heure facilement d'attente, quoi. Donc les posters, on les faisait venir par 5-6 000. C'était vraiment un truc énorme à l'époque. C'était vraiment une ambiance de fans, de partage. Tous les samedis, les gens se réunissaient. Mais à cette époque-là, il y avait une vraie communauté et on se retrouvait tous les samedis. C'était rendez-vous telle heure devant Tonkam. Dedans, il n'y avait pas la place. Alors on y allait, on faisait ses courses, on ressortait, puis après on partageait en disant j'ai ça, machin. Ah, tu me le prêteras, trop bien. On était de plus en plus nombreux à se réunir devant Tonkam et autres et le samedi, il y avait une espèce de rituel. Le point de départ, c'était la librairie Tonkam. Et puis, dans la même rue, la rue Keller, il y avait d'autres magasins. Et puis, un petit peu plus loin aussi. Et on passait d'un magasin à l'autre. Les gens commençaient à 14h à Jonku, ensuite venaient à 16h à Tonkam et finissaient à 18h à Musica dans le 13e. On te disait, ah là là, dans telle boutique, ils ont eu tel arrivage, tel truc. T'es arrivé là-bas, t'es dégoûté de la vie parce que le temps que t'arrives, il n'y avait plus rien. Les Français découvrent alors les mangas et leurs codes. Petit rappel pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Pourquoi un manga visuellement est différent d'une bande dessinée? Une absence totale de couleur. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Puisqu'il n'y a pas la couleur et que l'œil doit quand même capter tout ce qui se passe, il y a des codes. Faire des gros plans où on voit les yeux plus gros pour capter de suite l'expression, un état d'esprit et tout. Parce que ça accroche l'œil en fait. Mais un manga pour moi c'est surtout une manière d'aborder la narration. Un cadrage qui va être très cinématographique. Il suffit de voir là ce qu'il nous fait là, dès la première page, il nous fait un travelling arrière. C'est un mouvement de caméra ça. Ça c'est un storyboard en fait. Au niveau du cadrage, il va y avoir des gros plans, des zooms, des plongées, contre-plongées. Ça va utiliser tous ces codes-là. Nous aussi on essaie de faire ça. Ah ouais putain. Oh la vache. Bam, bam, montage, bim, editing, dynamisme, hop, speedline, hop. Dans le manga, tout va être vu du point de vue des sentiments du personnage principal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'attache si facilement au personnage. On a eu un affect par rapport au personnage qui est assez fou. Vu que c'est des séries en plus qui durent sur des fois 20 ans, voire plus. Des fois vous avez commencé, vous avez 10 ans. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait vous grandissez avec votre manga. Naruto, je sais qu'il y avait plein de potes, moi-même, genre c'est un peu notre frère. C'est un peu notre frère à tous. Le manga te permet vraiment de rentrer dans l'œuvre et de t'y entrer, de t'enfermer dedans et de plonger dedans vraiment à corps et âme en fait. Sûrs désormais du bien fondé de leur combat, en totale empathie avec les histoires qu'ils dévorent, nos héros développent une culture propre. Guidés par leur passion, ils peuvent s'identifier, voire se déguiser en leur personnage préféré. C'était à l'époque où la rue Keller était très très vive, donc du coup il y avait tout un comité avec Sylvie en tête et ils avaient demandé à la mairie l'autorisation de bloquer la rue pendant une journée pour que ça devienne une rue pour les commerçants. Et on s'est dit il fallait faire un événement pour que ce soit festif et l'événement c'était le cosplay. Et on a annoncé notre cosplay, on pensait qu'on serait un peu, avec notre clientèle, un groupe de potes à faire notre petit cosplay. Et le jour même, il y a eu des centaines et des centaines de personnes. Le premier prix, c'était Bia des Mystérieuses de Cité d'Or qui a gagné. Et en deuxième, c'était le fameux costume de Slipos, donc Ante Kamen. Ah, Slipos! Ah bah le voilà, mon fameux Slipos. Ah non mais extraordinaire, hein. Il fallait oser, hein. Extraordinaire, ouais. Ah ouais, ah génial. Et c'est vraiment le premier cosplay de France, voilà. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était venu pour voir le cosplay, mais ça a incité beaucoup de monde à vouloir en faire. Même pas 6 mois après, c'était à BD Expo, on avait plus de 100 participants. Et puis à partir de là, en fait, dès qu'il y avait un événement manga, forcément le cosplay était devenu le truc obligatoire. Le cosplay devient l'un des signes de ralliement d'un mouvement qui prend de l'ampleur. Loin des feux médiatiques, des conventions comme des sociétés secrètes dédiées au manga se lancent un peu partout en France. La résistance gagne du terrain. La révolution est en germe.
Au tournant du 21e siècle, les rangs de nos héros ont déjà bien grossi. Mais ça ne plaît toujours pas à tout le monde. Voilà qu'on leur trouve un nouveau surnom, otaku. Connaissez-vous les otaku? En langage manga, comprenez fans de bande dessinée et de films d'animation japonais. Certains sont fans de manga au point de rester cloîtrés chez eux devant la télé. On les appelle les otaku. Et la télévision choisit un original pour en faire son bouc émissaire. Si l'on parlait japonais, on dirait de lui qu'il s'agit d'un otaku. Bah du coup, être une fan de manga, d'animé, en étant que ce soit primaire ou adolescente, hein, c'est beaucoup de solitude. Oui, on était vraiment considérés comme des marginaux, comme des attardés même. Hein. Oui, ça y est. Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan. Ma tante m'avait ramené de Tonkam un trésor, c'était un stylo Ranma 1,5. Très beau. Et j'avais très honte de le sortir de ma trousse. Du coup, à un moment, j'ai quand même sorti mon stylo, j'ai écrit avec, elle me rappellerait d'une meuf de ma classe qui fait « Eh mais t'as un stylo de dessin animé. Eh mais t'as un bébé quoi !» Quand il chante, c'est en japonais sur les musiques des mêmes animés, et quand il étudie, c'est la langue japonaise pour mieux comprendre les scénarios. J'ai commencé à apprendre le japonais en 98 et on me disait non mais ne dis pas que tu es là par les mangas ou que tu es fan de manga, et quand moi comme c'était ma passion, je le lisais quand même, c'était des railleries. J'ai fait 5 ans au final, vous me prenez la tête encore une fois. Mais à l'époque, quand je mettais mon MP3 et que j'écoutais des musiques d'animé, je disais pas. J'ai essayé de mettre des écouteurs intra, comme ça on n'entend pas le son. Et si quelqu'un dit ouais t'écoutes toi, non. Et c'était vraiment, j'avais peur de le dire, c'était assez bizarre. T'avais l'impression d'être une espèce de communauté nerd, geek, otaku, et tu voulais pas être catégorisé, tu minimisais la chose et tu gardais ça pour toi quoi. Même s'ils ont pris conscience de leur force, les efforts de nos héros n'ont pas encore porté leurs fruits. Mais en quelques années, les otaku vont prendre leur revanche. Et ça va faire mal. C'est donc ici que devra avoir lieu le plus terrible des affrontements. Sur les terres mêmes de l'ennemi Oni. Ah non, tiens, un numéro spécial manga chez le Félon. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah bah vous l'avez, bien sûr. La folie manga, ouais, c'était ça. Alors, je voulais le ressortir, essayer de le retrouver pour voir ce qui a été écrit. Alors, quand même, il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a japonais... Non, mais c'est super important. C'est art ou japonaiserie, donc on introduit le fait que, quand même, c'est pas forcément que de la japonaiserie, mais le terme est là. Et ça, c'est très très long pour se débarrasser. Enfin, on s'en débarrasse pas, on l'a dit, donc il faut assumer, mais... Qu'est-ce qu'on a pu me ressortir, ce truc-là? Vraiment. Ça a été très très long avec ça, mais bon. J'ose espérer que ça va mieux, quand même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, paraît-il. Le déclic, c'est 2002. Alors, pourquoi 2002? Parce qu'en 2002, Le voyage de Chihiro, de Miyazaki, je vais le voir avec mon fils, qui, à l'époque, a même pas 5 ans, et au bout de 5 minutes, je me demande ce que je fous là, tellement c'est effrayant le début du voyage de Chihiro. Et lui, il a peur, et moi je me dis, mais j'ai lu des super critiques partout, pourquoi? Et une fois que la première nuit est passée, ensuite c'est un enchantement, quoi. Et là, je tombe dans un univers vraiment magique. Du coup, après, j'essaie de voir tous les autres films de Miyazaki, qui étaient sortis, pas en catimini, mais avec quand même beaucoup moins de promos que Le voyage de Chihiro. La reconnaissance de Hayao Miyazaki, et donc cette première victoire, nos amis la doivent de façon étonnante à Disney, qui décide de distribuer les films du maître nippon.
Poussé par la major américaine, Le Voyage de Chihiro est le premier film d'animation japonais à remporter l'Ours d'or de Berlin, puis l'Oscar du meilleur film d'animation. Spirited Away, Hayao Miyazaki. Et en automne, Double Lame, Quartier lointain de Taniguchi. Je le lis et là, je pleure. Ce qui est quand même assez... Enfin, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, voire je sais pas si ça m'était arrivé, devant une BD, de pleurer. Taniguchi, c'est du manga, mais pour un public adulte. Ça marche d'autant plus que c'est porté par Benoît Pieters, qui est un scénariste ultra connu dans le monde de la franco-belge. Le tout passe à la télévision, chaîne publique, et donc soudain, on a ce truc, ok, le manga, c'est aussi des artistes. C'est pas juste de la merde. Taniguchi, c'est l'arbre un petit peu qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière, il y a des éditeurs qui travaillent déjà pour certains depuis quelques années et d'autres qui s'y mettent et qui voient le potentiel du manga, qui se disent tiens, il y a quand même un marché, là, il faudrait qu'on y aille, quoi. Jusque-là hautain, le regard médiatique devient alors curieux. Parce que vous avez des petites figurines devant vous, ça ce sont des mangas. Alors, non, ce ne sont pas des mangas, les mangas, c'est ça en fait. L'image du Japon évolue. La France découvre la culture nippone au sens large. Vous aviez déjà goûté ou pas? Non. Vous savez comment ça s'appelle? Des sushis? Les publicitaires sont les premiers à sentir le changement. Le Japon a sorti l'arme économico-culturelle. Le Japon est devenu en 2005 le deuxième pays exportateur de produits culturels dans le monde, derrière les États-Unis. Le Japon est en France la deuxième langue la plus traduite, après l'anglais. Les éditeurs courbent l'échine. Avant, il y avait une quarantaine de mangas qui sortaient par mois. Et à partir de 2004, première explosion du manga, où là, il y a eu plein d'éditeurs qui sont arrivés. On est passé à 16 éditeurs minimum, avec beaucoup de titres qui sortaient. On est passé d'un seul coup à presque une centaine de titres. Il y a plein de genres différents. Donc, par exemple, il y a Pilote sacrifié. Il y a l'un des mangas les plus durs que je connaisse, Ishijima, l'usurier de l'ombre. Il y a Innocente, qui raconte l'histoire du bourreau qui a coupé la tête de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Il se passe que les gamins qui ont regardé des dessins animés sont devenus adultes et souvent ils peuvent prendre des fonctions chez des éditeurs. Il y a toutes les œuvres de Ayazawa qui sont vraiment à découvrir. Alors, je cite, tout le monde le connaît, mais j'adore ce manga, je trouve que ça fait partie du patrimoine. Soudain, les éditeurs font leur travail d'éditeur dans le sens où ils vont faire une sélection qui correspond potentiellement à un public français et essayer d'étendre aussi ce public français en montrant que le manga c'est pour tout le monde. Le manga représente 20% du chiffre d'affaires total de la bande dessinée. Il explose aujourd'hui en France, 10 millions d'albums vendus en 2006. Et désormais, les mangas représentent 30% du marché. Ça veut dire qu'un tiers des BD se lit en France de droite à gauche. En France, 50% des bandes dessinées vendues sont des mangas. Karuno Go parle d'un sport qui est le jeu de Go. On ne connaît pas nous en France. En fait, on n'a pas besoin de connaître le sport. C'est tellement intéressant quand le mec déposer sa pièce. Tac! J'ai gagné. Voilà, moi je sais toujours pas jouer au Go, mais pourtant le manga, je l'adore, je le trouve super. Tout le monde veut trouver quelque chose qui lui plaît dans le manga. Il y a un manga pour tout le monde, il y a un manga sur à peu près tous les sujets qui existent. Et c'est ça l'explosion en fait de ce début des années 2000. Il y a Internet aussi qui va révolutionner tout ça. Moi j'ai complètement plongé dans cette culture Internet, sur des chats, sur des forums. Les forums, c'était les premières plateformes où on pouvait discuter avec des gens des séries qu'on aimait, quoi. Donc là, on pouvait discuter. Donc forcément, il y avait du piratage, donc à la fois d'animés avec des gens qui les traduisaient en amateurs et qui faisaient des sous-titres. On a aussi ce qu'on appelle le scantrad. Est-ce que vous avez lu des scantrad? Je peux pas répondre. Je vais éviter de répondre à ça. Je vais avoir des problèmes, moi. je passe. Le scantrad, ça va être une manière de publier des mangas en ligne qui ne sont pas licenciés. Donc on va récupérer les chapitres qui sont en japonais et ensuite nous on va se charger de les traduire pour le publier sur des sites en ligne.
Mon pseudo c'est Rima, j'ai 20 ans, je suis dans l'univers des mangas depuis que j'ai 13 ans. Je me suis lancée dans le scantrad il y a 2 ans, potentiellement des fois. Il y a tellement de vues sur un manga qu'une maison d'édition va du coup publier ce manga et donc ensuite nous on supprime des sites dont on a les droits. Et ensuite les personnes peuvent l'acheter du coup en format papier. Ma team s'appelle la Nkanokaze, on est actuellement une quarantaine, donc chaque personne a un rôle. Ici on va avoir du coup la personne qui va clean, la personne qui va traduire, celle qui va regarder le français et celle qui va éditer. Moi du coup je gère cette team, même si c'est compliqué parce qu'on est tous bénévoles. Voilà la Nkanokaze, qu'est-ce que c'est? Je peux en parler, j'en parle. Par exemple, les scantrad, c'est quelque chose d'illégal. C'est quelque chose, aujourd'hui, pour moi, qui, dans la majorité des cas, n'a plus lieu d'être parce qu'on a une proposition légale. À partir du moment où, pour moi, on a une proposition légale, l'illégal n'a plus lieu d'être. Pour moi, c'est plus un fait, d'un phénomène communautaire, en fait. Donc, c'est plus un élément de cette culture web, mais des œuvres comme One Piece ou comme Naruto, leur succès s'est fait aussi via cette culture communautaire sur Internet. Tu préfères quel perso? C'est parti. On est tombé sur la vingtaine d'années où il y a One Piece qui sort toutes les semaines et ça vaut le coup de vivre. Naruto, une longue histoire d'amour entre Naruto et moi. Avec des titans. Death Note. One Piece. J'ai quand même fait des petits points, des aspects à traiter, comme ça j'en oublie aucun. On a l'impression de mettre une pierre à l'édifice dans le manga français, dans cette reconnaissance en fait du manga en France. Et je trouve ça valorisant. C'est très valorisant, j'avoue. Et en même temps, j'ai envie juste de parler de ma passion et de faire ça librement, quoi. Parce qu'on est plein en fait à faire ça. Et du coup, ça crée une diversité dans ce milieu. On va pouvoir satisfaire entre guillemets plein de gens dans cette communauté qui est hyper vaste et très variée. Internet, c'est bien, mais en même temps, voir des gens et de se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi passionnées que soi, ça a un intérêt. Donc voilà, Japan Expo, c'est avant tout ça. C'est des tas de gens qui se rendent compte que non, ils sont pas seuls dans leur coin, dans leur bout de Internet, ils sont en fait très très nombreux. Parce que Japan Expo, c'est l'occasion de réunir toute la France dans un seul point central. Japan Expo, ça montre assez vite qui sont les fans de manga, qui sont les lecteurs de manga en France. Et là, ce qu'on voit, c'est des gens de tout âge. Il y a 2, 3, bientôt 4 générations qui se côtoient. Vous allez avoir toute origine, toute ethnie, vous avez tout milieu, riche, pauvre, ça touche tout le monde. C'est très transversal à la société. On raconte un petit bout de la France en fait. Moi je sais que même dans la culture maghrébine, que ce soit la culture française, parce que moi je suis un peu imbibée des deux, dans les deux il y a des passionnés et des fous de Japon dans les deux, peu importe les religions, les cultures, et du coup il y a un mélange comme ça. C'est ça qui est beau en fait, ça rassemble en fait les communautés et c'est ça qui est fou. On est passé des otaku tarés à un phénomène. Alors d'abord un phénomène artistique. Donc on a vu l'acquisition des Net de Loveless, et puis aujourd'hui on a l'acceptation complète, quoi. On est le 3e plus gros événement de France quand même. Salon de l'auto. Voilà. Salon de l'agriculture. Japan Expo. Si nos héros sont donc aujourd'hui majoritaires, il est temps alors de se demander ce que ce succès raconte de la France. Pour le comprendre, il faut scruter le genre le plus populaire. Le shonen. Shonen. Le shonen à fond. Le shonen, ce sont des séries comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Toutes ont une particularité, celle d'être issues d'un même magazine, le Weekly Shonen Jump, qui a défini les 3 valeurs cardinales de tout manga: l'effort, la victoire. N'empêche que c'est moi qui ai gagné. Mais aussi l'amitié, valeur primordiale au Japon. C'est quoi la chose la plus importante dans une équipe de 3 personnes? Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être 3 ou 4? L'important c'est de gagner! Erreur, le plus important c'est l'esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on est censé s'entraider? C'est très compliqué de vivre au Japon, en fait.
c'est 80% de montagne, très peu de terres cultivables. Donc en gros, pour vivre là-bas, si on ne s'entraide pas, s'il n'y a pas une communauté de gens, de villages qui bossent ensemble, tout ça, on crève. La One Piece, c'est vraiment un truc, ça parle de pirates qui vont faire, on s'en fout qu'ils aillent chercher le One Piece ou pas d'ailleurs, le trésor. Il y a la bagarre, voilà, il y a l'effort, il y a la victoire, mais je pense que ce qui marche vraiment, c'est l'amitié. Il y a le côté, le don de soi absolu pour son ami. Dans One Piece, c'est ce qui, je pense, fout le plus les frissons en fait au lectorat. Maintenant, tous les gamins ils utilisent le mot nakama, qui veut dire les amis, la famille, quoi. Parce que le héros de One Piece passe son temps à dire vous êtes tous mes nakama et tout ça. Et c'est des valeurs qui sont arrivées et qui sont un petit peu différentes de celles qu'on connaît en France. L'importance du groupe, c'est des choses qui sont moins vraies chez nous. D'après Léon, je suis sur la lune. D'après Anne, je te présente mes nakama. L'abnégation, l'idée du collectif, nos héros les partagent avec l'autre courant culturel majeur actuel, le rap. Konnichiwa, je suis de retour depuis 6 mois, je m'isole. J'ai regardé One Piece 8 fois, les 460 épisodes. Je fous le spell avec mes pirates comme le vide dans One Piece. Paris c'est Chronoa, bande d'imbéciles, voilà les ninjas. Question-réponse, y'a plus rien, faut que tu repasses. Slay, je vise le One Piece, mon rêve, je l'ai touché du doigt. Tes tatouages. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer tes tatouages? Moi j'ai la cicatrice de Luffy. C'est vrai que j'ai l'œil d'un perso, d'un truc qui s'appelle Jujutsu Kaisen aussi. Là, j'ai du Pokémon, Sacha et Pikachu. Le signe de Naruto sur le... Ça s'arrête quand? Ah, sous mes bottes aussi, là, j'ai des pages de manga. Je vise le One Piece, mon rêve, je l'ai touché du doigt. Quand je dis je vise le One Piece, mon rêve, je l'ai touché du doigt. Mais bon, en vrai, je l'ai effleuré. Déjà, je venais pas de Paris. Donc comme le héros qui vient d'une petite île paisible, il y a ce truc de vouloir s'accomplir, le recrutement de son équipage, de se retrouver dans des studios, découvrir la scène. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à partir du manga, ensuite les gens reprennent des éléments esthétiques ou reprennent des références, et donc ça fait une culture à part. Mais c'est aussi parce que les gamins ou les gens d'une certaine génération ont grandi avec le manga ou telle série, et donc ça fait des effets de connivence qui sont super importants. Ça permet de recréer du lien dans une société où finalement tout le monde est fragmenté, tout le monde a son loisir à soi, et donc ça crée des micro-niches dans tous les sens. L'un des mangas les plus cités par les rappeurs est Naruto. Dans cette histoire d'orphelin turbulent, en manque de reconnaissance, mais ayant en lui le potentiel pour devenir le plus grand ninja de son village, toute une génération, souvent issue des quartiers populaires, dont la France n'a jamais vraiment su quoi faire, se reconnaît. Faudrait d'abord m'attraper! L'école, à la base, on n'était pas forcément beaucoup, couleur de peau et tout. Donc il y a ce truc où t'es pas vraiment bien à la maison, ni à l'école. T'es bien quand tu peux faire une petite connerie de temps en temps. C'est pour ça aussi que, par exemple, que j'ai un tatouage assez important de Naruto aussi. J'avais les mêmes raisonnements que lui dans son côté torturé, mais qui cherche juste l'amour des autres. Un peu de reconnaissance aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps, je les surpasserai tous. Comme ça, tout le monde sera obligé de m'accepter et de me respecter. Il y en a beaucoup qui me disent, si des fois je dis que je vais pas bien, un truc comme ça, Soso, esprit shonen. Esprit shonen, Naruto il s'est relevé, tu peux le faire. Oublie pas qui tu es, tu vas y arriver. Donc il y a vraiment ce côté encouragement. Il y a plein de gens, et moi ça a été mon cas, qui peuvent se sentir perdus dans ce monde, qui se trouvent pas à leur place et qui sont en manque de repères à plein de niveaux différents. Il est vrai, encore une fois, on va dire peut-être que j'extrapole, peut-être que j'exagère, mais moi je pense que certaines œuvres permettent aussi d'avoir une certaine projection de soi et permettent de nous aider à réfléchir à notre destin, tout simplement, et à comment on veut le forger. Il y a cette espèce de positivité japonaise aussi, de toujours sourire, d'aller de l'avant, malgré la mort, malgré la destruction, la perte, l'échec. On continue. On ne regarde pas derrière, on va vers l'avant. Je trouve qu'on sous-estime encore beaucoup, et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on montre
à la banlieue qu'il y a plein de chemins possibles et tout. Mais c'est dur d'ouvrir les œillères, quoi. Ça marche avec le temps. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Naruto Uzumaki. On s'en rend peut-être pas compte quand on lit nos œuvres préférées, etc., que ça nous impacte. Mais véritablement, moi, je pense qu'il y a un véritable message positif et il y a un véritable impact positif sur la jeunesse française. Nos héros ont définitivement remporté la victoire. Le manga s'est imposé dans la société française. Et encore une fois, toujours te dire qu'est-ce que le spectateur, qu'est-ce que l'image dit, qu'elle prend un coup, et ce que le spectateur ressent. Et là, il doit ressentir que waouh, ça fait mal, j'ai pas envie de me la prendre celle-là dans la face. Les anciens modèles ont vécu. Le rêve américain, ça fait pas partie de moi. Les États-Unis, non, pas spécialement. Je suis pas très fort en anglais du coup. Pour les États-Unis, moi, ça me. Moins que le Japon en tout cas. Beaucoup moins que le Japon. Une génération de mangaka est en gestation. Mangaka ni naritai desu. Mangaka ni naritai desu. Mangaka ni naritai desu. Mangaka ni naritai desu. Il ne reste plus qu'une seule question. Comment nos héros peuvent-ils transmettre leurs valeurs aux générations futures? Ma fille est franco-japonaise. Et son manga préféré à 7 ans, c'est un truc qui s'appelle... J'ai l'impression d'être mes parents il y a 30 ans, mais qui s'appelle Oshii Tante. C'est un personnage qui a un visage en forme de fesses et qui attaque les méchants en leur pétant dessus. Et ma petite fille qui a 7 ans, elle est morte de rire devant ce truc-là, quoi. Et moi, et vraiment, je me projette dans mes parents qui me regardaient lire Dragon Ball en faisant oh. Comme ça me projette dans ce que j'ai vécu, je me dis non, mais je suis pas un vieux con. Et du coup, je garde ma posture devant elle en disant oh oui, ça a l'air très intéressant. C'est vraiment l'enseignement, justement, en se disant bon, bah, on a suffisamment eu de gens qui nous ont critiqués parce qu'on lisait ce genre de choses, que moi, je peux pas critiquer si je connais pas. Alors après, des fois, quand tu lis le truc, tu dis bon, bah, ok, finalement, ça confirme. Mon nom est Sébastien Jarry. Et je vous présente ici mon épouse. Je suis Kazuko. Et il y a plus de 17 ans, donc j'ai concrétisé le rêve de ma vie, d'une part en l'épousant, bien sûr, et puis d'une autre part, eh bien, en venant m'installer ici, au Japon. Donc depuis mars 2006, je mène une vie trépidante, extraordinaire. Merci d'avoir regardé ce documentaire. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.